Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette conférence sur les nouveaux récits. On va parler un petit peu récit. Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui en fait pour faire passer les notions d'écologie et de société. Alors les nouveaux récits, c'est pas nouveau. Enfin le récit en tout cas, ça n'est pas nouveau. Les divinités, les héros, les épopées fantastiques, l'art, la monnaie, les conquêtes, les pouvoirs, les grandes réalisations de l'humanité ont été façonnées par des mythologies, par des récits fondateurs. Mais depuis 50 ans, il y a un récit qui est un peu qui prend un peu le pas sur les autres, c'est le récit du capitalisme, comme quoi donc le bonheur le bonheur absolu viendrait de la consommation. Mais il se heurte aujourd'hui à une autre réalité, la réalité de l'urgence sociale et écologique. Et comment est-ce qu'on compose avec ces deux récits finalement qui s'opposent? Et qu'est-ce qu'on est prêt à raconter comme autre histoire pour embarquer l'ensemble de l'humanité vers quelque chose de plus durable? Alors pour parler nouveau récit, on a une assistante 100% féminine avec deux Valérie. Valérie Martin, donc à ma gauche, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique et qui pilote aussi la stratégie grand public de l'ADEME. Nous avons une deuxième Valérie, Valérie Zoïdo, à côté de moi aussi, ici, qui est storytelleuse du changement individuel et collectif, qui est autrice et réalisatrice. Nous avons à ma toute droite Caroline de Chanterac, qui est chef de projet de la Fabrique des Récits chez Spark News. Donc elle nous expliquera ce qu'est Spark News et la Fabrique des Récits. Et puis enfin Stéphanie Ampard, qui est responsable des partenariats et du réseau des activistes de So Good. So Good, qui est un nouveau média qui est sorti au printemps, qui, comme son nom l'indique, diffuse des informations positives. Alors, pour commencer, je ne sais pas si le nouveau récit c'est quelque chose qui vous parle, mais on va essayer de le définir un petit peu, avec donc Valérie Martin, qui d'un côté a étudié les messages les plus fréquents que l'on trouve dans la publicité, donc quel est ce récit de consommation qu'on essaye de nous fourguer à coups de pub et de SUV, et puis de l'autre côté, quelles sont les attentes du citoyen, et on verra si tout ça concorde. On commence, Valérie, peut-être par quelques définitions et quelques chiffres. Oui, peut-être bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver cet après-midi. Peut-être deux, trois éléments déjà sur l'ADEME. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, c'est donc une agence publique d'État et dont une agence de la transition écologique et dont le rôle est d'accélérer et d'accompagner le passage de la société vers un modèle plus sobre et plus solidaire. Et à ce titre-là, c'est important pour nous d'engager, d'embarquer dans des nouveaux récits, parce que bien évidemment, il va falloir que l'on accompagne l'acceptabilité sociale de la transition écologique. Donc c'est en ce sens que l'ADEME est aussi tournée vers ce travail sur les nouveaux récits. Si on essaye de regarder un petit peu quelques données clés, c'est vrai que Hélène, tu as parlé de publicité, de consommation. Aujourd'hui, il y a pas mal de débats qui agitent notre société, voire même qui vont jusqu'à dire qu'il faudrait remettre en cause la publicité sur de nombreux produits polluants. Voilà, c'est pas l'objet de notre table ronde de discuter sur le bien fondé ou pas. Néanmoins, si on essaye de revenir plus concrètement sur les choses, on se dit peut-être qu'après tout, la publicité joue un rôle dans les valeurs qui façonnent notre société, et comme tu le disais tout à l'heure, des valeurs qui sont après tout des valeurs plutôt d'individualisme, d'immédiateté, de satisfaction de besoins immédiats, sachant que la notion de besoin peut être vue comme relative, puisque on nous incite à consommer toujours plus. Aujourd'hui, un petit rappel, mais je suis certaine que vous le savez tous, on consomme largement au-dessus des moyens de la planète. Le 22 août cette année, le jour du dépassement. C'est intéressant à noter. Et on a vu avec le XXe siècle se développer une société de consommation qui consomme énormément de matières premières. J'aimerais vous redonner un chiffre ou deux. J'essaye de reprendre mes petites notes. En 1900, on consommait 7 milliards de tonnes de matières premières, d'accord, pour fabriquer les biens dont nous avons besoin. En 2015, on en a consommé 80 milliards de tonnes. Si on continue sur cette croissance, on arriverait en 2060, selon les projections de l'ONU, à 190 milliards de tonnes. C'est juste pas possible de continuer comme ça. Et ce prélèvement des matières premières,
on est dans une crise et dans une croissance folle où, en fait, on se dit, bien, on est dans un monde à la croissance infinie qui est fondé sur des ressources infinies. Non, les ressources ne sont pas infinies. C'est pas parce que parfois on allume la lumière et que la lumière vient que on a quelque chose de complètement immatériel, quelque chose qui ne repose sur rien. De même le numérique, c'est pas l'objet non plus d'en parler. Le numérique, il est loin d'avoir une empreinte qui soit complètement immatérielle. Elle est bien réelle, son empreinte écologique. Donc aujourd'hui, avec les promotions, avec la mode, vous savez, celle qui vous incite à changer, avec la fast fashion qui vous incite à changer je ne sais plus combien de fois de tenue régulièrement, avec des offres permanentes en matière de technologie, de multimédia, de téléphonie, eh bien aujourd'hui on est dans un monde, dans une sorte de course à l'échalote vers un bonheur qui est de toute façon inatteignable, puisque on vous incite à acheter toujours plus et à satisfaire de toujours plus de besoins qui sont bien souvent des choses dont vous n'avez pas besoin. Si vous faites rapidement votre acte de conscience, posez-vous la question de savoir combien d'objets vous avez chez vous qui, dont en fin de compte vous ne vous servez pas. Peut-être les avez-vous achetés, posés là, complètement oublié. Est-ce que c'est vraiment très raisonnable de continuer là-dessus? Et pourquoi ne pas aller vers une logique qui nous permet de retrouver une relation de sobriété beaucoup plus forte et donc une relation aussi à la nature beaucoup plus forte. Mais attention, pour faire une transition, il faut que celle-ci soit juste aussi. Distinguons bien une sobriété qui va être choisie versus une sobriété qui va être subie. Bien évidemment, selon les personnes, nous n'aurons pas la même réflexion autour de cette notion de sobriété. Ça nécessite donc de travailler collectivement ensemble et de développer d'autres types de valeurs de coopération, d'échange et de justice sociale. Quand on parle publicité aussi, on ne vous vend pas seulement un savon, on ne vous vend pas seulement un vêtement, on vous vend la beauté, on vous vend la jeunesse éternelle, on vous vend la puissance. On vous vend aussi un certain nombre de représentations. Combien de fois encore, pour les véhicules, et en particulier pour les SUV, on va plutôt vous présenter le syndrome du mâle blanc dominant derrière son volant. Quand on va vous proposer un crédit à la consommation, vous allez avoir en arrière-plan, souvent encore, le pavillon avec 2 enfants, et puis un petit peu au loin, 2 voitures. Si vous regardez les publicités en ce moment qui fleurissent, il y en a là une, je crois, je ne veux pas donner de marque, parce que j'ai oublié, d'une marque de jeans, qui fait la différence et qui ne vous vend pas les mêmes valeurs selon que vous soyez un homme ou une femme. Hein, les questions de sexisme sont aussi encore bien ancrées. Bref, on vous vend un certain nombre de valeurs qui, sans doute, sont à réinterroger. Et donc, comment va-t-on faire pour construire une autre vision du monde qui corresponde davantage à celle d'un monde qui est avec des ressources finies, à celle où on a un autre rapport à la nature? Dans un travail récent qu'on a mené notamment dans le cadre de l'enquête CREDOC, qui est une enquête que le CREDOC fait depuis très très longtemps sur les aspirations et les conditions de vie, il y a eu 2 vagues cette année. Il y a eu une vague en janvier, et puis il y en a eu une autre au mois de mai, juste à la sortie du confinement. C'est extrêmement intéressant parce qu'on note que la crise sanitaire n'a pas du tout effacé la tendance à une sensibilité écologique qui est croissante, d'accord? Mais elle ne l'a pas fait augmenter non plus. En gros, c'est une préoccupation centrale. 30% des Français en font leur première préoccupation devant le chômage qui est à 18%. C'était peu ou prou la même chose en janvier. Mais là où c'est intéressant aussi à noter, c'est que les Français nous disent qu'il va y avoir un effort sans précédent en matière d'aide pour relancer l'économie. Eh bien, pour 77% d'entre eux, il faudrait faire les mêmes efforts pour lutter dès maintenant contre le réchauffement climatique. De même, il y en a 61% qui estiment qu'il faut réorienter en profondeur les activités économiques vers des activités qui vont préserver l'environnement, la cohésion sociale et l'environnement. Bref, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'enjeux pour la publicité.
il y a aussi un fort enjeu parce que dans le cadre d'une enquête qu'on fait avec Greenflex, la dernière date de 2019, il y en a 88% des Français qui déclarent que en fait, les entreprises incitent à la surconsommation. Et qu'il y en a 78% qui disent « Mais moi, pour acheter, j'aimerais bien avoir plus d'impact, plus d'informations sur leur impact environnemental de tous ces produits qui nous sont vendus. » Bref, aujourd'hui, il y a un questionnement fort des entreprises, des marques. Je crois que c'est plus de 70% ou 80% des marques pourraient disparaître aujourd'hui dans l'indifférence la plus totale. Il y a aussi une grave crise de confiance envers les entreprises. Vous en faites pas, aussi envers les collectivités publiques, les États. Or, si on veut retrouver une confiance, peut-être que aussi, il faut qu'on réinterroge, enfin pas peut-être, ça passe nécessairement par la réinterrogation du modèle publicitaire, des valeurs qu'elle vend. Et alors, si effectivement le secteur publicitaire s'empare de cette question-là, peut-être pourra-t-elle être un accompagnateur pour aller vers la transition écologique. J'ai dit peut-être, ça reste à voir. Merci. Alors on peut aussi se poser la question, cette même question auprès du cinéma et des réalisateurs en fait. Est-ce que dans le cinéma, il y a des valeurs comme la publicité qui sont toujours dominantes et véhiculées, ou est-ce qu'on commence à voir arriver d'autres, de manière peut-être plus discrète, mais en tout cas que ce soit une espèce de petite lame de fond, d'autres valeurs qui commencent à émerger dans le cinéma? Oui, tout à fait. Alors déjà, effectivement, je suis storytelleuse, et auteure et réalisatrice, mais aujourd'hui, je représente aussi le Festival Atmosphère, puisque je suis partenaire donc, du Festival Atmosphère, et notamment à travers un parcours d'accompagnement de scénaristes. Oui, évidemment, et heureusement, il y a beaucoup d'espoir sur le fait qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans le storytelling du cinéma, même s'il y a encore beaucoup de travail. Alors déjà, pour faire le constat de ce que l'on quitte dans ce storytelling audiovisuel, malgré tout, force est de constater que ce qui, aujourd'hui, et ces dernières années, ce qui a été privilégié, c'est quand même, malgré tout, beaucoup de scénarios dystopiques, des gros blockbusters qui montrent quand même une réalité qui, évidemment, crée de la peur, de l'anxiété. Il y a beaucoup de thanatos, un discours qui, évidemment, est beaucoup plus empreint d'une énergie de mort, de colère, d'un côté. La série Effondrement ayant été particulièrement vue pendant le confinement, quoi. Tout à fait, ou même à la télé, ou effectivement même les séries sont quand même des séries qui véhiculent malgré tout la peur et l'anxiété. Après, comment dire, c'est quelque chose aussi qui est inhérent au code du storytelling, et donc des fausses croyances aussi, et des producteurs et des scénaristes, parce que dans un scénario, la règle de base, c'est de créer du conflit. Et donc, du coup, qu'il y ait des problèmes, quoi. En gros, on soit dans la merde. Et donc, du coup, je pense qu'il y a à la base une fausse croyance d'aller vers les futurs souhaitables quand on écrit une histoire, parce qu'on se dit, ah ben non, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas d'histoire. Alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, clairement, on est dans une société où on voit que c'est extraordinaire. La réalité dépasse la fiction. Enfin, on a clairement, nous, l'impression dans notre réalité d'être clairement dans un scénario hollywoodien. Mais c'est tout à fait possible, à l'intérieur même de ce scénario, d'infuser et de diffuser les codes, les nouveaux codes de la société contemporaine à travers le dépassement du conflit, et donc de distiller, d'infuser en fait ces nouveaux codes, cette nouvelle pensée, ce nouveau paradigme, cette pensée systémique à travers justement des ingrédients qui donneraient à voir une nouvelle réalité, l'ouverture du champ des possibles, de la joie, de l'espérance. Donc tout l'enjeu, en fait, c'est vraiment de passer du thanatos à l'éros, quoi, d'être dans une forme d'espérance. Et il y a donc
pour répondre à ta question, quelles sont les nouvelles séries ou les films qui peuvent vraiment rayonner ce changement? Il y en a plein. Moi, je pense déjà que typiquement Matrix a ouvert la voie, même si ça reste une dystopie, mais il y a quand même un espoir, puisque Matrix est un énorme appel à l'éveil de conscience, au fait de reprendre son histoire et reprendre son destin en main et de se dire, voilà, on va vers, comment dire... une forme de réveil, quoi. Un film comme Interstellar est pour moi un nouveau récit. Avatar, c'est pareil, c'est un nouveau récit, c'est le réveil de la conscience de la nature, l'éveil à l'autre, à soi. Il y a le fameux « je te vois », c'est quand même extraordinaire. Cette phrase du « je te vois », ça a créé une nouvelle culture. Mais pas que. Une série comme La Casa de Papel, même si pareil, à la base, le scénario, c'est quand même un groupe qui braque une banque, mais c'est absolument historique qu'une série aussi grand public raconte comment dire, une histoire où il y a clairement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quand même une nouvelle forme de gouvernance, c'est un leadership distribué, c'est une remise en question du patriarcat, c'est quand même les femmes qui prennent le leadership dans cette série, il y a énormément de culture de la société cyberpunk, ça fait énormément référence à l'Espagne des indignés, de Podemos, donc c'est extraordinaire qu'une série pareille ait autant d'impact. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y ait un monologue du héros principal qui remet en question la création de la monnaie et qui critique ouvertement la Banque Centrale Européenne. Pour moi, c'est historique. Et puis sinon, il y a d'autres exemples comme... alors l'exemple classique, c'est quand même Star Wars, qui pour moi aussi est un nouveau récit, puisque c'est quand même un blockbuster qui parle ouvertement de spiritualité. Donc que la force soit avec toi, en fait, c'est une manière de dire que Dieu soit avec toi, mais d'une manière complètement laïque. Et donc, pour moi, le fait que une série de cet ordre-là, une série de films, une saga, inaugure autant de discours autour aussi de l'éveil, de la spiritualité, de l'éveil, de la lumière, pardon, voilà, ça contribue à ce récit au cinéma. Et vous remarquerez que ce que je trouve pour moi aussi de très fondamental, c'est que tous ces blockbusters que je viens de citer marchent aussi parce qu'entre les lignes et dans les sous-titres, ils parlent de spiritualité. Et du questionnement de c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi en fait l'être humain. Et ça, je trouve que c'est hyper fondamental parce que ça marche et ça parle pas forcément que de Thanatos, de mort, de pornographie et j'en passe. Quoi. Merci. Caroline, allez, je fais semblant qu'on ne se connaît pas. Chez Spark News, donc tu vas nous raconter un peu ce qu'est Spark News, mais en fait, vous essayez d'embarquer les artistes autour de ce nouveau récit en leur donnant donc les ingrédients pour qu'ils s'en saisissent et puis que ce soit eux en fait qui racontent ces histoires-là. Comment ça se passe? Comment vous travaillez avec eux et qu'est-ce que ça produit? Bonjour à tous. Effectivement, ça fait 8 ans que Spark News porte les nouveaux récits dans l'idée de pouvoir promouvoir les actions de la transition écologique et sociale et de mettre en valeur les solutions et les acteurs sur le terrain. On le fait, on a 2 volets d'action qui existent déjà depuis de nombreuses années, qui sont auprès des médias déjà et auprès des entreprises. Et début mars, on a donc lancé la Fabrique des récits qui s'adresse cette fois-ci à ceux qui créent ces nouveaux récits, c'est-à-dire les artistes et les créatifs. On s'adresse, nous, à tout type de créativité. Donc c'est à la fois évidemment la production audiovisuelle, mais aussi l'écriture, la mode, les agences de communication, les créateurs multimédia, les diffuseurs, la presse, etc. On est ouvert vraiment à tout type de créativité et on s'adresse aux créatifs qui soient indépendants ou salariés de sociétés qui font appel à cette créativité. C'est important aussi pour nous d'avoir les salariés pour lancer en fait un grand mouvement. On croit aussi beaucoup à l'émulation qui peut naître justement de la rencontre de tous ces univers artistiques. L'idée, c'est de pouvoir inspirer par l'exemple, de pouvoir faire naître des grandes réflexions et ensuite de mener à l'action quand ces créatifs peuvent se rencontrer et échanger ensemble.
Très concrètement, comment ça se passe? On organise des événements qui ont une thématique qui est en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU sur lesquels on s'appuie beaucoup. On organise notre premier événement post-lancement du coup la semaine prochaine autour de la consommation responsable. Et à chaque fois, on va proposer en fait aux créatifs une soirée de rencontres, d'échanges autour de cette thématique en faisant intervenir à la fois des experts de cette thématique et des acteurs engagés sur le terrain, mais aussi des artistes qui sont déjà engagés. Ça peut être voilà, un photographe, un réalisateur, un auteur, et qui vont pouvoir partager leur expérience. On essaye vraiment de mêler en fait l'inspiration en donnant des faits très concrets pour que ça puisse inspirer les créatifs, mais aussi de leur donner des clés pour provoquer des déclics et faire qu'ils puissent passer à l'action. Donc voilà, la Fabrique des récits, c'est vraiment une acculturation des artistes à ce monde de la transition écologique et sociale. On sait que la créativité, elle est forcément vecteur de message. Quand Valérie le disait, quand on regarde un film, quand on lit un livre ou qu'on écoute une chanson, on reçoit le message du créateur. Donc tous ces artistes, tous ces créatifs peuvent finalement toucher le grand public grâce à leurs œuvres, et notamment par le prisme de l'émotion, qui évidemment est très important. Et quand on est touché par quelque chose, on a encore plus envie de protéger ou de s'investir. Et c'est notamment ce que permettent ces nouveaux récits. C'est d'être touché et d'avoir envie de faire changer les choses. Merci. Valérie, c'est ce que tu fais aussi, toi, avec les réalisateurs? On a parlé notamment, Omar viendra témoigner tout à l'heure, mais en tout cas de sessions comme ça, d'embarquement donc des réalisateurs et de sensibilisation aux problématiques actuelles. Oui, oui, tout à fait. Avec donc le festival Atmosphère, on fait tout un parcours d'accompagnement d'acteurs de l'audiovisuel, du cinéma, des séries et notamment les scénaristes pour effectivement voilà, aider à insuffler dans les récits donc ces nouveaux codes et aussi les accompagner pour faire en sorte qu'on fasse de la pédagogie au niveau de la pensée systémique en fait de ce nouveau monde. Parce que c'est vrai que c'est un nouveau monde qui est complexe à montrer parce que voilà, c'est pas un élément, c'est tout dans une forme d'interdisciplinarité qu'il faut rayonner dans les récits, tout en gardant quelque chose, comment dire, d'émotionnel, de glamour. Il faut que ça donne envie, il faut pas qu'on décroche, il faut pas que ça soit contraignant, comme le disait Valérie Martin. Il faut encore, enfin, dans le fond, l'idée c'est vraiment de mettre des chevaux de Troie en fait dans les récits pour que comment dire, on démocratise ces sujets, on les explique, mais presque l'air de rien, quoi, sans trop comment dire, sans trop dire voilà. Tiens, je vais te faire un manuel de transition, parce que en fait, en gros, ça emmerde tout le monde, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, bah, on va continuer à se marrer ensemble, et puis entre les lignes, bah, voilà comment ça se passe. Voilà, on visualise ce à quoi ça pourrait ressembler, quoi. Et alors, est-ce que ça marche? Est-ce que Omar, tu peux venir témoigner voilà, de ce stage l'année dernière et puis aussi de ton travail de réalisateur? Donc Omar Bekaled est comédien, scénariste et en préparation de son premier long métrage L'Or Rouge, qui a reçu donc l'année dernière, qui était lauréat du meilleur synopsis à ce même festival. Moi, j'ai écrit un scénario qui s'appelle L'Or Rouge, comme le safran. Et mon protagoniste s'appelle Nordine. Et dans Nordine, il y a Nour qui veut dire lumière. Mais il ne porte pas un étendard. Il se retrouve à une place auquel il n'attendait absolument pas. En fait, il cherchait un stage. Et donc, il avait une semaine pour trouver un stage. Et mon histoire se situe en province. Je sors un peu des grandes métropoles. Et ma province à moi, il y a une cité qui est le bitume. Et ses voisins, c'est le monde agricole. Mais deux espaces qui vivent côte à côte, mais ne se côtoient jamais. Sauf qu'il y a un moment, grâce à Nour, qui doit chercher un stage, donc fait toutes les usines, enfin les boîtes, parce qu'il prépare un bac pro commerce. Donc, sauf qu'il arrive toujours le dernier, il est toujours en retard, et il n'y a pas de stage, parce que c'est bondé de stagiaires, surtout aujourd'hui. Donc il reprend le car pour rentrer chez lui, et en rentrant, il voit les agriculteurs travailler sur les champs. Et au prochain bourg, ça fait tilt, il s'arrête, et là il commence à faire du porte-à-porte, de ferme en ferme.
jusqu'à cette rencontre avec ce paysan qui a été spolié, etc., etc. Et en fait, il a une place qu'il ne s'attendait pas. Et plus ça va, il se rend compte que dans cette place, il est encore plus utile qu'il l'aurait imaginé. Et l'histoire commence comme ça. Donc je ne rencontre pas plus parce que je suis encore en développement. Et donc je vous laisse la surprise sur l'écran. Et donc oui, ça a été énorme. Énorme parce que j'ai commencé à prendre conscience. Et j'ai eu la chance, enfin, de pouvoir être jury sur le festival, sur les différents films. Et je pense, et avec, tu parlais de points de vue différents, etc., effectivement d'être sexy, parce que arriver avec un étendard comme ça et dire c'est pour l'écologie, c'est vrai qu'on s'emmerde tout de suite. Et donc il faut de l'émotion, il faut que ça soit sexy, il faut que ça soit surprenant, il faut que ça soit dans la vie. Et puis petit à petit, effectivement, mon protagoniste en particulier découvre qu'il a un vrai rapport avec la Terre. Et dans mes sujets, la Terre est un personnage très important parce que la Terre est fédératrice de cultures différentes. Elle permet à des gens de cultures différentes de se rencontrer, et puis c'est un thème universel. C'est quelque chose qui résonne. Et donc, voilà, donc c'est fait de surprise en surprise. C'est un héros parce que je l'emmène très loin pour qu'il passe beaucoup d'obstacles, la famille, l'école, l'environnement géographique, etc., etc. Et il surmonte. Enfin, j'ai pas fini, mais parce que je lui en fais voir. Mais quand il va surmonter le tout, ça va se finir avec une fleur qu'on appelle le safran, sur une terre grasse, noire. Et voilà mon espoir. Parce que le safran, c'est aussi le symbole de l'espoir. C'est l'épice la plus vieille au monde, qui coûte la plus cher au monde. Et donc, du coup, d'où son nom, l'or rouge, parce qu'elle coûte plus cher que l'or au gramme, même que la truffe, etc., etc., etc. Donc, il a une bonne idée, quand même. Et j'ai trouvé très intéressant toutes ces réunions qu'on a eues avec Valérie, avec des experts, et cette rencontre, cette confrontation entre artistes et experts. Ça, je trouve ça lumineux comme idée, parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose, une émulation là-dedans qui peut être très forte et sortir des choses très fortes à l'avenir. Et donc oui, moi, ça m'a apporté beaucoup. Enfin, je remercie le Festival Atmosphère, parce que moi, mon histoire, elle commence là, je peux dire, et elle n'est pas terminée. On a plein de films totalement différents, etc., mais l'idée qui revient tout le temps, enfin pour moi que j'ai ressenti, c'est revenir à l'essentiel. Et donc à partir de là, on peut imaginer tout un tas de trajectoires, tout un tas de possibilités, tout un tas de parcours. Et donc moi voilà, ça a été une expérience enrichissante, motivante. J'ai pas fini d'en apprendre. J'ai la chance de rencontrer Pierre Rabhi parce que je l'ai rencontré bien avant le festival et auquel je vais retrouver en Ardèche, chez lui, sur ses terres, etc., pour travailler, pour voilà, apprendre beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose qui travaille encore. C'est comme un parcours initiatique pour moi. Et je suis très motivé. Donc j'ai très envie de continuer parce que ça m'apporte beaucoup de choses et ça me permet de travailler sur des questionnements d'aujourd'hui et de demain. Et en termes de responsabilité, est-ce que du coup tu te sens responsable de toi transmettre ce message et de nous sortir un petit peu, nous tous, de cette situation? Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on galère à essayer de renverser le système et de faire que cette fameuse bascule et que tout le monde s'approprie ces nouveaux codes. Enfin, voilà, parce que là, on remet un peu aux artistes en disant allez-y. Est-ce que toi, du coup, tu te sens missionné de ça et est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Oui, parce que d'abord, on parle bien de nouveaux récits. Effectivement, ça apporte quelque chose de totalement de nouveau de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. On sort aussi de clichés, d'automatismes. Donc, en tant que créateur, ça m'apprend beaucoup de choses. Et puis, oui, parce que là-dedans, il y a de l'émotion, il y a une manière aussi d'attirer le public de façon pas grave. Là, j'ai écouté ces mots qui sont là depuis quelques mois, l'effondrement. On va en parler après, oui. Je veux dire, à 11h du soir, l'effondrement, non, je préfère regarder Mickey, quoi, et m'endormir avec Mickey, pas avec l'effondrement. J'ai besoin d'espoir. Et d'ailleurs, dans tous les films que j'ai vus qui sont programmés ici, il y a de l'espoir. Donc oui, je me sens plein de cette mission, parce que plus ça va, plus ça vibre chez moi, et plus, effectivement, j'ai envie d'utiliser les outils scénaristiques
pour pouvoir mettre ça au service de cette mission. Et oui, je me sens. Mais je pense qu'il faut fonctionner en collectif et pas de façon individuelle. Et que ce que je trouvais dans nos rencontres, c'est que c'est une émulation collective. Et là, ça fout la patate. C'est comme une équipe de foot, quoi. On est ensemble et boum, quoi. Et ça me plaît. J'aime travailler dans la dynamique du collectif. Le côté solitaire, ça va un moment, quoi. Mais j'aime bien quand on se retrouve tous ensemble, quoi. Surtout que l'écriture, en fait, c'est vraiment très solitaire. Ah ouais. Ouais, donc on là, sent le souffle de la solitude là. Pas mal. Mais c'est justement une bonne bouffée d'air de retrouver, ses camarades scénaristes, etc. Et puis de réfléchir ensemble, de se questionner ensemble et de partir sur un projet, quoi. Ouais, c'est très motivant, très excitant. Bon, et Omar, quand est-ce qu'on peut voir ton film ? Quand il sera terminé. Et il sera terminé quand ? J'espère. Non, mais franchement, j'espère que avant la fin de 2021, il sera tourné, quoi. J'espère. Bon, mais bon, avec la crise sanitaire, machin, nana. Mais mon objectif, c'est qu'il soit tourné avant 2021. Merci beaucoup, Omar. Merci à vous. Alors, on va sortir du cinéma pour revenir à la presse écrite, avec donc un nouvel ovni, en fait, un magazine donc, qui est sorti au printemps, qui s'appelle So Good, et dont Stéphanie va nous parler. Déjà, est-ce que Stéphanie, tu peux nous raconter ce que c'est, d'où sort ce magazine, comment il a été construit, quels sont un peu ses enjeux ? Tout à fait. Merci Omar d'avoir employé le mot vibrant, enfin de dire que tu vibres, parce que je pense qu'on a besoin de ce vivant aujourd'hui. On en parle beaucoup d'ailleurs, comment agir avec le vivant, quand le vivant nous fait agir. Et moi, c'est quelque chose qui me porte, parce qu'on ne savait pas au moment où on a lancé So Good que l'histoire qu'on allait raconter serait aussi organique. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. En fait, c'est parti d'abord d'une idée un peu folle. La plateforme de crowdfunding que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ulule, qui porte des milliers et des milliers de projets par an, de porteurs de projets très positifs qui cherchent aussi à réinventer le monde dans lequel on est. Et donc chez Ulule, on s'est posé la question de comment aller plus loin par rapport à ces histoires et comment aider d'autres à passer à l'action pour les inspirer. Et ensuite, il y a eu une rencontre. Il y a une rencontre entre donc Ulule et le groupe média Sopress pour se dire si on lançait en fait un nouveau média, et si on racontait ces histoires autrement, en essayant de faire un magazine sans pub, sans colorant, sans cellophane si on a des abonnements et qu'on le livre chez les gens, et aussi sans se prendre trop au sérieux. Et puis on va le faire aussi avec des gens qui ne sont pas forcément experts dans l'innovation sociale ou dans les projets qui veulent changer le monde, parce que l'idée c'est que si on veut avoir un impact auprès du grand public, auprès des jeunes comme des plus anciens, qu'on essaye de raconter des histoires autrement, peut-être qu'il va falloir qu'on ait un autre ton. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi Sopress nous a tout de suite rejoint, a tout de suite adhéré à l'idée, parce qu'en fait, chez Sopress, il y a l'idée des 3 H qui vont vous parler, c'est l'humain, les histoires et l'humour, et ce côté ne pas se prendre au sérieux. Donc cette rencontre, alors une idée, du coup une rencontre, puis ensuite tout simplement une communauté qui s'est agrégée autour de cette idée un peu folle. On a d'abord fait des dîners avec des gens avec qui on voulait valider le projet. Puisqu'il y avait Ulule dans la boucle, on s'est dit on va lancer une campagne de crowdfunding, puisqu'un magazine sans pub, il va falloir qu'en fait on ait des abonnés. Il va falloir que ce projet se finance d'une autre manière. Donc c'est le premier magazine quand même participatif et collaboratif. Donc on s'est dit, on va voir si ça va marcher, on va lancer une campagne de crowdfunding. Et là, c'est vrai que ce qui a été juste incroyable, c'est que cette campagne a été lancée juste avant le confinement. Donc nous, on ne savait pas que ça arriverait, ça. On s'est dit, allez, on va aller chercher notre premier cercle, la famille, les copains, les activistes, les gens de l'ESS, les entreprises, les ONG, les associations, les jeunes, les vieux. On va tous aller les chercher, comme quand on fait une campagne de crowdfunding. Et là, on est arrivé juste au moment du confinement, ce qui a donné aussi un engouement en fait à cette envie de se rendre utile, cette envie de
de connecter avec d'autres gens dont on ne connaissait pas encore les métiers. Donc il y a eu effectivement une communauté qui s'est créée, qui s'est agrégée autour du projet. Et ça nous a vraiment dépassés. Du coup, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas en train de lancer un magazine. C'est un mouvement qui est en train d'arriver. Et on avait une ambition d'abonnement autour d'abord de 6 000, puis on s'était dit, allez, 10 000 abonnés. Puis en fait, on a cartonné à 15 000 abonnés, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un média qui se lance sur une campagne de crowdfunding. Et le magazine qui devait sortir au mois de mars est sorti le 4 juin. Et aujourd'hui, on est donc à 40 000 magazines achetés en kiosque et donc à 60 000 entre les abonnements et l'achat. Donc c'est un vrai succès, mais en fait, au-delà de ça, c'est surtout une histoire de collectif, une histoire aussi d'envie. Je crois qu'en fait, il faut croire en ses idées et une idée d'incarnation. Tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet, c'est des gens qui avaient été qui avaient déjà vécu un déclic de passage à l'action. Moi, la première, j'ai eu la chance de travailler pour Spark News et c'est grâce à Spark News aussi que j'ai eu un déclic en voyant une vidéo qui m'a permis d'aller un peu plus loin dans mon action. J'ai rencontré des gens formidables qui effectivement ont transformé une inspiration en action et c'est vraiment l'idée de ce mouvement en fait. Alors chez So Good et comme chez So Press, la particularité c'est que personne n'est spécialiste du sujet. Moi je me rappelle la première conférence de rédaction qui était très ouverte où Franck Hanès, donc qui est le fondateur de So Press, dit donc une assemblée de gens extrêmement impliqués sur les questions d'économie sociale et solidaire et qui dit ok, c'est quoi le SS? Donc voilà, c'est pour montrer qu'en fait c'est une équipe pas du tout de spécialistes et c'est vraiment l'idée. Mais justement, comment est-ce que chez So Good on arrive à faire remonter les bons sujets? Et est-ce que c'est le fait que ce soit traité par des gens qui peuvent aussi bien faire sauf film ou sauf foot, qu'est-ce que ça apporte en plus? Qu'est-ce que ça fait que ce magazine-là est différent de ceux qui ont déjà existé, qui existent encore? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la particularité chez So Press, et c'est ça qui nous porte depuis le début, c'est que c'est une rédaction commune avec effectivement une quarantaine de journalistes fixes qui travaillent aussi bien sur les différents supports, donc Society pour les plus connus, SoFoot, qu'aujourd'hui chez So Press, et donc la rédactrice en chef de So Good, Hélène Coutard, qui est donc une jeune femme qui est à la fois donc rédactrice en chef de So Good, journaliste pour So Good, mais aussi journaliste pour Society, par exemple. Donc, il y a à la fois des postures de lead et des postures en fait de ressources. C'est totalement différent que dans toutes les autres rédactions où généralement vous êtes associé à un seul titre. C'est ce qui fait la force de So Good, c'est qu'en fait la communauté des gens de l'ESS, de l'innovation sociale ou d'expertise, qu'elle soit en fait scientifique, etc., va porter des sujets, va les faire remonter. La rédaction qui est totalement indépendante, et c'est ça qui est très important aussi pour nous, c'est que nous, on peut porter des sujets, travailler sur des tendances ou faire se rencontrer des gens, mais ensuite il y a une indépendance totale de la rédaction. Nous, on relit très rarement enfin voire pas du tout les articles. On est aussi pour qu'il y ait une surprise. Quand vous achetez un magazine, vous connaissez pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, sinon ça serait pas drôle. Et c'est un peu dans le monde dans lequel on vit. Et surtout, ce qui est intéressant plutôt, c'est de se dire qu'après, on retrouve toutes les personnes qui sont dans ce magazine sur d'autres sujets, et c'est pour ça qu'on a créé le So Good Life, pour retrouver aussi ces personnalités ou ces portraits de projets et d'initiatives à d'autres endroits. Donc en fait, ce qui est très intéressant aussi avec So Press, c'est qu'en fait c'est plutôt une réponse d'offre et non pas de réponse à une demande. C'est-à-dire qu'en fait les journalistes et les gens qui ont créé So Press, qui existe maintenant depuis 17 ans, adorent raconter des histoires. Donc en fait, ce qui leur plaît, c'est d'aller d'abord chercher des histoires et les porter au public, et qu'ils n'attendent pas de savoir ce que veut le public, en fait. Sinon, on s'en sortirait pas, justement, et on serait pas dans ces nouveaux narratifs. Et surtout, là aussi où je trouve que c'est assez fort, c'est que grâce aux couvertures de magazines aujourd'hui,
quand on met quelqu'un en couverture, on devient prescripteur et on le porte et on le met en avant et on rend visible. Et c'est ça qu'on a envie de continuer à faire. Ils l'ont fait déjà avec Society, en mettant des inconnus sur des couves qui sont devenus aujourd'hui des gens qui ont porté des messages très forts. Donc c'est ça qui est très fort, c'est l'interdisciplinarité et ne pas avoir peur aussi. On parlait de... on nous a dit lancez un journal papier là en 2020, mais vous êtes des grands malades. Aujourd'hui, il y a des podcasts qui existent depuis 3 ans qui lancent leur magazine. Il y a Brut qui sort un magazine. Enfin, je veux dire, donc du coup, c'est ça qui est génial. Il faut juste croire au pouvoir des mots et au pouvoir des histoires, et on y arrivera si on s'y met tous ensemble, en fait. Merci. Valérie, toi, ça fait un moment que tu travailles à l'ADEME. On dit la prescription. Ok, on n'en parle pas. Mais en tout cas, ça fait longtemps. En tout cas, donc ça fait un moment que l'objectif de l'ADEME, et particulièrement de ton poste, est de faire passer les messages et de faire changer les comportements. Et voilà, et tu peux dire que parfois, tu as l'impression de répéter inlassablement la même chose, et que peut-être que là, avec ces nouveaux récits, on va réussir à faire basculer. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'en fait, pour l'instant, on bascule pas. En fait, pas encore, même si on est peut-être de plus en plus de l'autre côté de... On est en chemin. On est en chemin. Que les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, qui permettent de voir la sensibilisation de la société, c'est une croissance quand même. En plus de 25 ans, on se rend compte qu'il y a eu cette sensibilisation. On a peut-être eu côté ADEME, parce qu'il faut toujours, avant d'aller critiquer ce qui se passe, il faut aussi regarder chez soi, on produit beaucoup de rapports, beaucoup de données. Ça, je vous invite, tous ceux que ça intéresse, à aller sur le site de l'ADEME. Vous y trouverez moult et moult informations, mais des informations extrêmement rationnelles. Et du coup, ça nous a amené à nous pencher un petit peu sur la façon dont on pouvait donner de l'information. Certes, on essaye de la mettre dans une logique un peu plus créatrice, néanmoins, ça reste une maison d'experts, une maison d'expertise, et le passage à une information qui soit rendue plus vulgarisée, plus accessible au plus grand nombre, à ceux que je vais appeler le ventre mou. Moi, ma cible, c'est absolument pas les gens déjà convaincus ou les hyper réfractaires. De même, on ne s'adresse pas à l'ADEME qu'au grand public, on s'adresse aussi aux entreprises, aux collectivités, à l'État. C'est important, parce que tout n'est pas sur le dos des seuls citoyens, et ils ont leur rôle qui est extrêmement important, mais c'est pas eux qui doivent tout porter, d'ailleurs ils ne le souhaitent pas. Et donc de ce côté-là, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose, un travail à faire en matière de sémantique, en matière de preuves et repères. Quand on parle à quelqu'un sur d'un terme extrêmement complexe comme l'économie de la fonctionnalité, je vois souvent passer un léger flou dans le regard de mes interlocuteurs. Économie circulaire, pareil. On travaille en ce moment sur une étude pour essayer de voir justement quels seraient les termes qui pourraient nous permettre de favoriser l'appropriation et la vulgarisation des termes. C'est ce que vous avez dit. Je pense que c'est extrêmement important que les messages, que la façon dont on les exprime, qu'on ait l'impression qu'on n'est pas dans du jargon d'entre-soi d'hyper spécialiste. Et c'est peut-être là où on en est aujourd'hui, c'est que petit à petit, on a basculé vers cette capacité à mieux vulgariser. Les preuves et les repères. Quand on dit « Ah, vous émettez 2 tonnes de CO2 ». Là aussi, il y a en général un blanc. Mais ça représente quoi ? Ça veut dire quoi réellement ? De travailler sur des preuves, des repères que les gens ont, qui sont dans leur quotidien et auprès duquel ils peuvent se dire « Ah, effectivement, ça pose un problème ». Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, peut-être que nos mondes étaient beaucoup trop cloisonnés. On a parlé d'approche systémique, on a parlé de changement de paradigme, quelque part en creux. On a parlé aussi de travailler ensemble. Moi, je suis ravie d'avoir fait partie du jury qui a permis que l'Or Rouge sorte vainqueur dans ce concours de synopsis, parce que c'était un pur moment de bonheur. Mais voilà, et pour autant, c'est ce que Omar vous avez expliqué extrêmement bien. Vous n'aviez pas cherché à conceptualiser les choses. Peut-être qu'aujourd'hui, étant donné que ça fait extrêmement longtemps pour certains d'entre nous qu'on réfléchit à ces sujets, on est allé dans un intellectualisme et une conceptualisation qui nous a séparés de la réalité. Ça pose aussi une véritable difficulté. Et donc, on n'a pas favorisé une certaine forme de multidisciplinarité.
T'es tellement d'indisciplinité. C'est clair. Intéressant, intéressant. Donc, comment on fait pour décloisonner les penseurs, les acteurs? Vous le dites très bien, on est ravis d'être partenaire aussi de la Fabrique des récits, parce qu'aujourd'hui, il faut décloisonner là aussi les différents types de récits, de créatifs, pas chercher à faire quelque chose de convenu, d'aller explorer tous les types de narratifs. Parce qu'il y a des gens qui vont être séduits par de la bande dessinée, un autre, ça va être plutôt par des artistes plasticiens, le troisième par un film, le quatrième par une série. Il n'y a pas de raison de dire qu'il y a des arts qui mériteraient davantage que d'autres, au contraire. Et puis, il faut travailler en intelligence collective. Il ne faut pas travailler tout seul. Et comment est-ce que l'on va faire? Mais c'est vrai que cette question-là, peut-être qu'à un moment, en ayant trop de jargon, on s'est séparé des autres, et donc résultat des courses, on était dans notre tour d'ivoire d'experts. Aujourd'hui, on descend dans l'arène et on essaye de rendre plus facile le partage avec les experts. Et c'est vrai que dans la session qu'on a faite avec Valérie, avec le festival Atmosphère, autour d'une 40aine de scénaristes, c'était de pouvoir là aussi discuter, échanger, pouvoir entre experts avec les créatifs. Comment vous voulez raconter une histoire si vous ne comprenez pas de quoi vous parlez? Ça ne marche pas. Hein. Et c'est pareil pour les publicitaires, parce que les publicitaires, ce sont aussi des créatifs. Il n'y a pas, là aussi, toutes les formes de contenu culturel sont importantes pour nous. Donc il y a ça sur lesquels on voit bien qu'il nous faut faire une certaine forme de bascule. Les émotions, vous l'avez tous dit, plutôt que le côté simplement froid et rationnel qui ne va toucher qu'une petite partie de notre cerveau. Et puis un dernier point, c'est de se dire l'ancrage, le rôle des territoires. Omar, il l'a souligné. Il a dit, on est loin des villes. Bon, alors, c'est la Nièvre. Moi, j'aime beaucoup cette région. J'y suis très attachée. Mais c'est important. Aujourd'hui, on ne vit pas uniquement dans Paris. Hein. Il y a des choses qui existent en dehors de Paris, et fort heureusement. Et la territorialité, l'ancrage en proximité, c'est extrêmement important parce que du coup, l'histoire, elle va vous parler. Et quand on va vous raconter, c'est ce que vous dites, des exemples, des initiatives, des choses que vous allez les faire sortir de la boîte pour permettre de toucher les gens et de se dire « Ah, il fait ça, ah, c'est intéressant, je vais aller voir. » Et puis en plus, si jamais ça génère chez moi une émotion positive, je vais avoir envie d'en parler. Valérie, tu as beaucoup parlé de tout ce qui était des impressions des valeurs, des émotions de peur, de colère, de tristesse, etc. Ça peut nous toucher, mais peut-être qu'il faut s'interroger pour savoir si ça peut générer le passage à l'action. Or, dans notre action, côté ADEME, il y avait ce souhait de passer à l'action. Et je pense que c'est ça aussi sur lequel on a petit à petit progressé, évolué, et où, de fait, on voit qu'on va sortir de la niche spécifique des spécialistes, des experts, et qu'on va aller toucher tous les gens, mais même les organisations, hein, encore une fois, c'est important, les entreprises, les collectivités, et qu'il y a plein de choses qui se font, et que ce sont des choses fantastiques, mais dont on n'a juste pas conscience, parce qu'on ne les regarde pas avec le regard qu'il faudrait, et peut-être qu'on les a insuffisamment partagés, parce qu'on nous a toujours dit que dans les médias, ce qui faisait fendre, c'était les catastrophes, les assassinats, les choses franchement abominables. Ouais, d'accord, mais c'est peut-être temps de passer à des choses beaucoup plus positives. Ça ne veut pas dire d'être bisounours, parce que ça aussi, on nous l'a reproché. Peut-être qu'à un moment, on a pu croire qu'on voulait être bisounours. Non, mais c'est de raconter les choses avec leur pouvoir, leur potentiel de passage à l'action. Merci Valérie. On va aller faire un petit tour du côté des territoires et de Marseille. J'appelle l'équipe de Courtrajmé. Alors, je crois que vous pouvez monter à deux, je crois, sur la scène. Toujours ces histoires de Covid qu'on aime bien. Je peux dire qu'ils sont dans So Good. On est ravis de les accueillir. Page combien? Bonjour. J'ai le droit de le toucher? Oui, c'est bon, ça a été nettoyé. Bonjour, je m'appelle Marie, je dirige l'école Courtrajmé à Marseille, une école qui fait sa première rentrée ce lundi. Je suis directrice, je suis bénévole, on n'est que des bénévoles pour l'instant parce qu'on n'a pas d'argent. Et on a décidé d'y aller quand même parce qu'on sait qu'il faut y aller. Cette école, elle a été créée par Lajli, le réalisateur des Misérables. Et du coup, je vais reprendre un terme que tu viens d'utiliser, la tour d'ivoire.
Parce que j'entends tout ce que vous dites et je ne pourrais pas être plus d'accord, il faut changer les récits. Et en fait, en France, en tout cas, il y a une tour d'ivoire qui est difficile à apprendre quand on veut changer les récits, c'est la production. La production de ce que vous voyez au cinéma, à la télé, etc., c'est pas une production dans laquelle il est facile de proposer des nouveaux récits. Enfin, c'est pas un monde dans lequel il est facile de proposer des nouveaux récits. C'est pas un monde dans lequel il est facile de proposer de nouveaux visages, d'autres façons de penser que Paris, qu'un certain Paris, en fait, et un Paris qui vraiment représente pas grand monde. C'est une tour d'ivoire qu'il est très difficile à prendre. Et moi, j'ai bossé avec Ladj je pense il y a 15 ans, quand on avait essayé de monter une boîte de production, sachant que moi, je suis du milieu associatif. Lui, il luttait contre les violences policières. Dedans, il y avait Toumani, un des fondateurs du collectif Courtrajmé, qui, en janvier, monte l'école Courtrajmé à Dakar. On n'était que des gens qui avaient envie de changer les récits parce qu'on travaillait dessus au quotidien dans nos activités bénévoles et activistes, et on s'est dit en fait on va se produire tout seul parce qu'on n'arrive pas à se faire produire. Enfin, eux n'arrivaient pas à se faire produire et moi je devais les aider à écrire pour qu'ils se fassent produire. On n'a jamais réussi. On a galéré 5 ans, on a tout essayé. On a essayé forcer la porte au CNC, on a essayé à un moment pendant 1 an on s'était fait un plan d'attaque, on allait à toutes les soirées où il y avait des producteurs, on a essayé un Kiss Kiss Bank Bank, on a tout essayé et on n'a jamais réussi à produire ce que Ladj voulait dire ou à produire ce que Toumani voulait montrer. C'est une tour d'ivoire, elle est presque imprenable, et aujourd'hui, Ladj, donc, qui a mis 20 ans à faire son premier long métrage, qui a un parcours, on va dire poliment, hors norme, qui a en fait un parcours beaucoup trop exceptionnel, beaucoup trop... Enfin, voilà, je pense que tu sais de quoi je veux parler. Mettre 20 à 25 ans pour faire son premier long métrage, c'est pas normal, surtout quand maintenant vous avez vu Les Misérables, ça aurait pas dû mettre 25 ans à arriver sur les écrans. Il y a un truc qui fonctionne pas, et c'est dur à entendre pour beaucoup de gens dans la profession. Donc là, depuis les émeutes de 2005 qu'il a filmé, il avait été à un moment, comment on appelle ça ? Il avait été reçu pour donner son avis après les émeutes, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ? Il avait dit déjà, ce serait bien s'il y avait un transport en commun pour les gens qui habitent ici. Et puis moi, de mon point de vue, je pourrais dire que j'aimerais bien qu'il y ait une école de cinéma. Ça, c'était en 2005. Ensuite, on a fait un PowerPoint pendant 12 ans qu'on a présenté. Je ne sais pas à combien de gens, je ne sais pas combien de fois on a refait ce putain de PowerPoint pour la cité des arts visuels, la cité du cinéma, là, je ne sais pas quoi. Et on nous disait toujours, ah ouais, c'est génial, c'est vrai que ce serait vachement bien. Voilà. Donc après, il a fait son film. Quand il a senti que ça marchait, il s'est dit, en fait, je vais la monter, mon école. Je vais me débrouiller. Et il a monté son école à Clichy, où, si je ne me trompe pas, Mounib et Bastien étaient dans la première, si je voulais être sûre que vous êtes dans la première promo, voilà. Donc en 2018, ils ont intégré la première promo de l'école Courtrajmé à Clichy, qui était dans l'état où nous on est aujourd'hui à Marseille. Pas d'argent, que des bénévoles, à l'arrache, je pense qu'on peut le dire. Ils ont essuyé les plâtres et aujourd'hui, voilà, c'est la famille. On se dit, on a essuyé les plâtres ensemble et nous, on est en train de faire pareil à Marseille. Et l'idée, juste un dernier détail, je ne sais pas combien de temps j'ai, c'est que cette école, donc elle est gratuite, elle est sans condition d'accès. Il n'y a pas de condition d'accès. Vous pouvez venir à n'importe quel âge, vous pouvez venir avec n'importe quel diplôme. La seule condition, c'est la motivation. À Clichy, elle forme des artistes. Et nous, à Marseille, on va former des techniciens parce qu'on est le premier chantier d'insertion en France, a priori, sur le cinéma, d'après ce que nous ont dit les gens du service de l'insertion. Donc, on monte un chantier d'insertion. Ça veut dire qu'on prend des gens en insertion. C'est un terme poli pour dire des gens qui sont éloignés de tout emploi. C'est des gens qui ont toujours voulu être dans l'audiovisuel ou le cinéma et qui ne savent même pas comment on fait, ne connaissent aucun métier du cinéma à part réalisateur et acteur. Donc si on leur demande aujourd'hui, ils nous disent tous, nos étudiants marseillais, je veux être réalisateur ou acteur. Et on leur fait découvrir tous les métiers techniques avec l'idée que on espère en 1 an changer la donne pour eux, personnellement. Aujourd'hui, tu travailles au McDo, tu tires des fils pour les câbles, pour la 5G peut-être. Tu travailles dans des ascenseurs, tu détestes ton travail, tu ne vis pas, ce n'est pas dignifiant pour toi, ce n'est même pas gratifiant ton travail et tu galères sur YouTube à côté. On te propose de continuer à galérer sur YouTube, mais par contre de gagner ta vie sur des tournages en faisant de la régie, du stylisme, tout ce qui est accessible sans diplôme.
il faut juste faire des stages et comprendre comment gérer son réseau professionnel. Donc pendant 1 an, on va faire ça avec eux à partir de lundi. Leur donner beaucoup de stages. Donc si vous avez des tournages, des post-prod, des prépas et que vous pouvez inviter des étudiants en stage de chez nous, on les fera venir même si c'est à Paris, même si c'est n'importe où. On cherche des parrains, évidemment. Donc on les met beaucoup en stage et nous on les encadre pour ce qui s'appelle de l'insertion. Ça veut dire qu'on lève ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. Donc tout ça pour dire que on a besoin de changer les récits et on a aussi besoin de changer les équipes. Donc on a besoin de changer la prod et on a besoin de changer les équipes. On va pas se mentir, on a besoin que dans les équipes il y ait des gens de toutes les couleurs, de toutes les confessions, de tous les milieux sociaux, de toutes les catégories économiques, parce que sinon on va toujours raconter la même chose ou en tout cas de la même façon. Même si les gens comme moi sont très bien intentionnés, si c'est toujours les gens comme moi qui racontent les histoires, ça ne marchera pas, ou qui les fabriquent, ça ne marchera pas aussi bien que ça pourrait quand c'est l'âge. C'est comme ça, c'est normal, chacun est plus amène de raconter son histoire. Donc nous, à Marseille, on espère changer la donne pour eux en 1 an, et bien sûr, on espère que dans 5 ans, ces gens-là qui auront pris confiance en eux et qui auront appris un métier, qui auront appris de quoi on parle quand on parle de cinéma, en fait tous les métiers de l'audiovisuel, ils pourront aussi changer la donne du cinéma français, c'est un peu notre slogan. Voilà, ça c'est notre projet à Marseille. J'ai plein de détails à vous donner, mais c'est trop long. Et je voulais vraiment que des étudiants de l'école de Clichy viennent, parce que finalement ils ont essuyé les plâtres il y a 2 ans et aujourd'hui ils sont... c'est toi qui vas raconter ce que vous êtes. Pourquoi ça a changé peut-être des choses dans leur façon de voir le métier qui leur était proposé ou le métier dont ils rêvaient. Et voilà, on espère à notre échelle changer la donne, pas seulement dans les récits, mais dans la façon dont on les fabrique et peut-être un jour dans la façon dont on les produit. Merci. Merci. Alors bonjour à tous, je me présente rapidement. Moi c'est Mounib, donc un élève de l'école Courtrajmé de la première promotion il y a 2 ans, donc avec Bastienne. Et du coup Marie, vous parlez beaucoup de la production de l'école, et moi je vais vous parler des conséquences. Et il y en a énormément parce que clairement ça a changé ma vie. Donc moi pour vous expliquer, en fait je faisais déjà un peu de vidéo avant d'intégrer l'école Courtrajmé. Et quand j'ai intégré l'école Courtrajmé, en fait, depuis le 2 février, j'ai pas arrêté de travailler parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est une école très professionnalisante qui ouvre énormément de portes. Et au final, ce qu'on apprend le plus à l'école, c'est pas devenir un artiste, on peut pas te dire oui, le rouge il est mieux que le bleu, mais c'est plutôt la confiance en soi et c'est comment démarcher des prods, comment monter un projet, etc. Et c'est ce qu'on a tous fait. Il y a eu, depuis que l'école a ouvert, on est 3 élèves à avoir eu des bourses du CNC Talent. Avec Bastien, on a réalisé notre première pub télé qui sort demain. On a 6 ou 7 courts-métrages qui ont été réalisés depuis le début de l'école et 2 longs-métrages en développement. Et en fait, quasiment tous les élèves, il y a peut-être 90% des élèves qui aujourd'hui sont épanouis avec leur milieu parce que c'est l'école qui nous a permis d'ouvrir toutes ces possibilités et ces chances de toquer aux portes. Et aujourd'hui, on se sent légitime de faire du cinéma, on se sent légitime de vouloir faire de la pub, on se sent légitime de raconter nos propres histoires et c'est ce que l'école nous permet de faire le plus. Bonjour, moi c'est Bastienne du coup de l'école Courtrajmé aussi. Merci. Du coup, Mounib il a déjà dit pas mal de choses. Donc nous c'est vrai on était les petits cobayes de l'ADJ au début et en fait ce que ça nous a apporté cette école ça a été de la confiance en nous, beaucoup de bienveillance et juste comme tu as dit une légitimité. Et aujourd'hui justement moi j'étais serveuse avant l'école, aujourd'hui je suis réalisatrice de pub et de clips et de fiction. Enfin déjà on n'a pas de case en fait, contrairement à ce monde de l'audiovisuel où soit tu réalises de la pub, soit tu réalises du clip, soit tu réalises du documentaire. Il n'y a pas de passerelle entre tout, alors que nous on s'en tape, on fait tout. Et en fait, notamment par exemple dans la pub, là moi je me suis rendu compte que c'était une dinguerie les réunions, les briefs, ce qui se racontait, ce qui se disait sur les gens, sur la représentation, etc. Et du coup, le fait que nous, on puisse avoir accès à ça aujourd'hui, ça nous permet juste de, pas à pas, changer des petits trucs. Et peut-être que ça paraît anodin, mais là, par exemple, dans la pub qui va sortir demain, la campagne qu'on a fait avec Mounib,
par exemple, les femmes, elles sont pas du tout sexualisées, moi, dans ma pub. Et c'est un tout petit truc, mais ça me fait plaisir. Et peut-être qu'un jour, je sexualiserai les femmes. C'est un gros truc, en vrai. Ouais, mais... C'est un truc énorme. Bah voilà, cool. Mais et peut-être que j'en ferai d'autres où elles seront méga sexualisées et ce sera mon choix. Mais là, en tout cas, alors qu'on m'a proposé de la sexualiser, c'est pour ça que je le notifie là, c'est que j'ai dit que non. Et il y a plein d'autres choses, des réflexions qu'on entend sur les ethnies ou sur, enfin bref. Et du coup, c'est cool qu'on puisse y être juste pour dire, non, en fait, c'est pas comme ça se passe pas comme ça, et les gens dont vous parlez, ils sont pas tels que vous le pensez, etc. Enfin bref, voilà. Donc cette école, elle nous a juste permis de réaliser des rêves pour nous et d'avoir accès à des mondes très fermés et avec bienveillance pour nous. Bravo. On part jamais aussi. Excusez-moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Je rebondis sur ce que disait Marie. Donc si jamais il y a des structures, des productions, etc., qui cherchent peut-être de nouveaux réalisateurs, je voulais juste du coup dire, faites-nous confiance. Même si on est jeune et qu'on n'a pas forcément d'expérience, on en a, je pense, beaucoup dans la tête, et on attend juste qu'on nous laisse notre chance. Et ce que là déjà fait pour nous, j'espère que d'autres personnes le feront pour plein d'autres jeunes et qui nous laisseront la place pour que tout s'enchaîne bien, de génération en génération. Bon, la relève est assurée. Alors, comment on redémarre après ça? Transmission, on est sur les nouveaux récits. Il y a un récit quand même là qui est en train d'émerger et qui a peut-être sa place, même si on en a parlé tout à l'heure, c'est de l'effondrement. Pablo Servigne, lui, il dit l'effondrement ne constitue que la première moitié du récit. Tout le chantier consiste à inventer la suite. Quelle sera la seconde partie de ce récit? Comment l'inventer et le diffuser? Alors, c'est une question que j'ai envie de vous poser là à toutes. D'abord, quel est un petit peu votre regard sur l'effondrement? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du bien parce que peut-être que ça réveille un peu les consciences et qu'après on peut proposer autre chose? Voilà, première question. Et après, vous, quel récit vous avez envie de diffuser? Alors c'est hyper dur comme question parce que moi je me la pose, je suis là, je sais pas trop, mais bon, en tout cas voilà, l'effondrement, est-ce que déjà on peut en parler? Est-ce que pour vous c'est quand même un truc qui fait un petit clic dans la tête et heureusement qu'il y a cette case-là, ou au contraire non, ça va mettre tout le monde dans la sidération et en fait on va repartir 20 ans en arrière? Vous avez quel regard par rapport à ce récit-là? Peut-être qu'on peut... Voilà, comme vous voulez, allez-y. Moi, je pense qu'il faut que tous les récits coexistent. Il n'y a pas à porter de jugement forcément sur l'effondrement. C'est en tout cas pas le récit que nous, on prône chez Spark News, parce que Valérie le disait tout à l'heure, c'est un récit qui fait peur. Et nous, on est plutôt à aller chercher en fait la capacité de l'homme à innover, à se mettre en mouvement et en action, et c'est ce qu'on cherche finalement à déclencher avec les diverses actions menées par Spark News auprès des journalistes, auprès des entreprises et du coup auprès des artistes. Comment est-ce qu'on crée ces nouveaux récits? Alors il y a plusieurs façons de le faire. La première, en fait, on a beaucoup déjà parlé, mais la première, c'est de susciter la curiosité. C'est de mettre en avant du coup ces initiatives, ces solutions dont on n'entend pas toujours parler, et de montrer que les choses finalement sont possibles, qu'il y a des personnes un petit peu partout sur la planète qui les ont déjà mises en œuvre, que ce sont des impacts qui sont réels, qui sont à long terme aussi, ça c'est important de le souligner. Quand on met en valeur ces initiatives et ces solutions, il faut aussi le faire d'une façon inspirante. Tu parlais effectivement tout à l'heure des rapports, Valérie, que vous publiez, qui sont essentiels parce qu'on a besoin de tous ces outils institutionnels, mais c'est finalement la base, et ensuite ça sert à raconter les histoires et tous ces nouveaux récits. La seconde chose, c'est effectivement de s'appuyer sur ceux qui savent et sur ceux qui font. On en parle aussi beaucoup depuis tout à l'heure. Ce sont tous ces experts, tous ces acteurs de terrain qui peuvent partager leurs expériences pour inspirer par l'exemple et donner envie de se mettre en mouvement. C'est aussi nous ce qu'on cherche à faire avec les créatifs au sein de la Fabrique des récits. Et enfin, on en a également parlé, c'est cette notion de collectif. Il y a cette fameuse maxime que tout le monde connaît,
qui dit que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va évidemment plus loin. Chez Spark News, on crée beaucoup de programmes collectifs, notamment effectivement avec les médias et le journalisme de solutions. On embarque des médias du monde entier dans des programmes pour les sensibiliser à ces sujets, pour aussi former les journalistes à certains sujets, pour qu'ils soient en fait capables d'en parler avec un maximum de faits avérés et d'informations. C'est ce qu'on fait avec la Fabrique des récits, cette émulation d'univers créatifs différents. C'est ce qu'on fait avec les entreprises au sein d'un club où tous ces directeurs RSE et de développement durable peuvent aussi se rassembler et échanger. Donc voilà comment, en tout cas chez Spark News, on porte ces nouveaux récits. Merci. Sur l'effondrement, sur les... Oui, Valérie Stéphanie. Trop de Valérie. Juste pour rebondir sur ce que disait Caroline, rapidement, moi, il y a une phrase qui m'a toujours marquée, c'est de dire c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Déjà, ça c'est super de se dire ça. Enfin, moi, ça me porte. Donc l'effondrement, c'est bien. Il faut que tous les discours, tous les narratifs soient là. Et je pense, mais vraiment clairement, qu'on y arrivera avec le collectif. Hein, c'est ce qu'on prône de toute façon tous ici. Ça, c'est sûr. Mais surtout, on va s'inspirer aussi du vivant. Dans le vivant, il y a des espèces qui meurent, qui se renouvellent, d'autres qui aident les autres à grandir plus vite. Donc, il y a vraiment cette idée de coexistence. Je crois que ça, c'est très, très important. Et aujourd'hui, au lieu de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, il faut juste voir un verre entier. Parce que dans un verre, il y a autant d'air que de liquide, que de particules. Et je pense qu'il faut avoir une approche holistique. Moi, j'ai envie de répondre comme ça à l'effondrement. Et merci d'avoir parlé des territoires. Et sortons de notre entre-soi. Allons voir ce qui se passe sur le terrain. Nous, on est très, très contents d'aller très prochainement à Marseille. Donc, merci à Marie d'avoir fait le déplacement aussi. Oui, on doit aller chercher aussi d'autres histoires ailleurs et être avec. Voilà, moi, c'est juste ce que j'avais envie de dire par rapport à cette notion d'effondrement. Soyons avec les entreprises, les ONG, les institutions, les associations, les jeunes, les vieux. C'est comme ça qu'on pourra tous cohabiter ensemble, en fait, et avoir cette action dont on rêve tous de nouveaux narratifs. Je me tourne vers les Valérie maintenant. La vraie. Stéphanie, Valérie. Attention, il va y avoir bataille de Valérie bientôt. Ouais. En 70. Alors, moi, je suis évidemment absolument pas collapsologue, mais tout l'inverse. Mais en même temps, je trouve que d'un point de vue vraiment de storytelling, la collapsologie ou l'effondrement, c'est un ingrédient absolument génial. Parce que si on prend vraiment le schéma narratif, par exemple, de Campbell, Le voyage du héros, pour moi, l'effondrement, en fait, c'est juste la première étape, c'est l'appel à l'aventure, en fait. C'est-à-dire, cool, il y a un enjeu, comment on va faire en tant que héros du quotidien pour dépasser cet enjeu et aller vers le dénouement qui est la transition vers ce nouveau monde, et dans ce nouveau monde auquel nous sommes appelés, qui est donc un nouveau monde. Alors, on ne sait pas par définition ce à quoi il va ressembler, mais quand même, on raconte que c'est un nouveau monde où on va être beaucoup plus relié à notre puissance, relié, comment dire, à la logique du vivant. Et c'est ça, en fait, la pensée systémique, c'est finalement comment on se reconnecte tout simplement à soi, aux autres, au grand tout, en fait, accédant à une information qu'on a tous, parce qu'en fait l'information est là, quoi. C'est juste, on sait tout, mais on a eu le voile de l'ignorance qui a été imposé par le monde capitaliste, la société patriarcale qui a créé de la séparation. Mais en fait, on sait tout, et en fait cette intelligence et ce bon sens paysan, c'est juste la connexion au cœur, la connexion à ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on sait peut-être quand on vient au monde, quand on est enfant, et qui est déconstruit petit à petit par les injonctions de l'éducation, de la société industrielle, des parents, de tout ce qu'on attend de nous, en fait. Et pour moi, du coup, voilà, c'est l'effondrement, c'est ce moment où, à l'échelle individuelle et collective, en fait, on reconnaît qu'on est en burn-out, on reconnaît qu'on est en complète dépression, et on se dit, ok, en fait, la dépression, c'est un signe de bonne santé. Et finalement, en grec, crisis, c'est ce moment où, en fait, en sémiologie médicale, ça veut dire décider. Comment on va décider du traitement du malade, en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça le nouveau récit. C'est on va faire un choix de nouvelles sociétés sans forcément savoir comment on va s'y prendre, mais en choisissant
Voilà, est-ce qu'on prend la pilule rouge ou est-ce qu'on prend la pilule bleue? Est-ce qu'on suit le lapin blanc comme dans Alice au Pays des Merveilles? Est-ce qu'on choisit d'aller de l'autre côté du miroir? Ça ne veut pas forcément dire que c'est facile, ça veut juste dire déjà qu'on va regarder la vérité, qu'on va aller au-delà du voile de l'ignorance, et surtout on va choisir dans cette vérité, et donc dans ce chemin qui est le moins fréquenté, qui n'est pas forcément facile, mais qui est beau et plein de lumière, est-ce qu'on choisit la peur ou est-ce qu'on choisit l'amour? Et pour moi, le nouveau récit, c'est un choix de connexion à son cœur, à notre humanité en fait. Et en fait, il n'y a pas une histoire qui est toute écrite. C'est qui tient le stylo en fait. Est-ce qu'on choisit individuellement d'écrire cette histoire ensemble, mais d'où part en fait notre élan d'écriture? Est-ce que c'est un élan qui part voilà, désolé, encore une fois, c'est peut-être bisounours, mais ras-le-bol que parler d'amour soit bisounours ou obscène. Est-ce qu'on choisit, comment on choisit d'aimer, comment on choisit d'être humain et d'incarner cette humanité? Et c'est ça, en fait, pour moi, le nouveau récit. C'est incarner son humanité et engendrer ensemble cette époque en écrivant l'histoire commune, quoi. Voilà. Créer un nouveau contrat social, un nouveau vivre ensemble et une confiance, quoi. Voilà. Ah, quand on parle d'amour, hein, tout de suite. Voilà. C'est très dur de passer après toi. Ah, mais écoute. Moi, je suis moi non plus, je suis pas collapsologue. Je trouve que effectivement, je respecte toutes les formes de récit et c'est important. Mais aujourd'hui, il importe d'embarquer le plus grand nombre. Et on est tous à des niveaux d'engagement qui sont différents. À partir de ce moment-là, il y a des formes de récits qui vont pas réussir à passer notre propre barrière. Donc, il y a des récits pour lesquels, quand on est un peu, entre guillemets, au démarrage de notre sensibilisation, rien que le fait d'utiliser le mot effondrement peut être extrêmement angoissant et provoquer un déni et donc empêcher le passage à l'action. Pour autant, c'est pas ça qu'on veut. En revanche, on avait fait une étude avec Anne-Sophie Novelle en 2017, justement sur les visuels qui, quand on parlait d'environnement, de développement durable, et les visuels qui pouvaient nous faire passer à l'action. Et vous savez que quand on parle de développement durable, et pire encore de réchauffement climatique, bah, tout de suite, hein, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est un ours blanc. D'accord. Tout seul sur sa banquise, enfin sur son bout de glaçon. Mais ça, pour beaucoup de gens, ok, c'est beau, c'est loin, enfin c'est triste, pardon, c'est loin. On s'apitoie sur le sort de cet animal, mais c'est pas pour autant qu'on va relier ça à ce que l'on a envie de faire nous. Et du coup, parler d'un effondrement et d'un seul en plus, ça veut dire quoi? Et quand en plus on vous rajoute des dates, alors dans 10 ans, 3 mois et 4 heures, tout va s'effondrer. C'est compliqué pour tout le monde, hein, pour tout un chacun, de se projeter. Et le jour où la date est dépassée, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, il avait tort? Ben non. Donc comment vous voulez faire par rapport à tout ça? Aujourd'hui, il y a un délitement, il y a un délitement progressif. On apprend des choses qui font quand même froid dans le dos. Hein. Le nombre d'espèces qui disparaît, la question du permafrost, le fait que de plus en plus, on a ces catastrophes qui sont de plus en plus nombreuses. Bref, aujourd'hui, on a des signaux. Et ces signaux-là, déjà ça nous alerte. Qu'est-ce que ça nous dit aussi pour nous? Ça nous dit qu'il faut qu'on se transforme. Tous. Je pense que Marie, vous l'avez très bien dit. Il faut transformer aussi nos institutions. Il faut transformer l'intégralité de nos organisations. Il ne faut pas croire qu'un jour, on va dire, tiens, je me transforme. Ça ne marche pas. Transformer en profondeur la société, c'est transformer nos organisations, c'est transformer mon organisation aussi. Et à l'ADEME, vous voyez, il y a un énorme programme qui s'appelle « L'ADEME se transforme ». Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, c'est porteur de sens. Et c'est ça qu'on attend aussi, pour dépoussiérer un peu les habitudes, les façons de penser, le regard qu'on porte sur le monde, l'absence parfois d'écoute de l'autre aussi.
Parce que si vous comprenez pas l'autre, si vous l'avez pas écouté, comment ça marche? Alors moi, j'appelle pas ça de l'effondrement. Je dis juste qu'on a besoin de se transformer. Dans transformer, il y a aussi formation. Valérie l'a dit, il y a aussi éducation. Que là-dessus, ça passe obligatoirement par un renouveau des moyens d'éducation et des modes de formation qu'on a, formation initiale, formation continue. On voit bien, par exemple, que les étudiants du réveil écologique, mais aussi tout un tas de jeunes se disent oui, j'ai envie de comprendre le monde dans lequel je vis, et ça en fait partie, même s'ils ne savent pas nécessairement l'expliciter, et si les jeunes ne sont pas aujourd'hui, c'est vrai, les plus engagés et ceux qui agissent le plus. Voilà. Mais pour autant, il y a un désir de comprendre, parce que derrière, ils veulent comprendre le monde dans lequel ils sont. Et moi, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas la question de l'effondrement qui m'habite pour faire changer ces récits-là, c'est la question aussi d'accompagner un mouvement nécessaire, parce que si on continue comme ça, pour de vrai, on va dans le mur, et il y a pourtant une urgence à agir, qu'elle soit liée au climat, qu'elle soit liée à la biodiversité, à la perte de ressources, quelle qu'elle soit. Et franchement, on est de passage sur Terre, on se doit aussi de laisser quelque chose à nos enfants. C'est pas à eux seulement d'agir, c'est à nous aussi. Merci. Alors justement, ce sera ma dernière question avant de passer le micro dans la salle. Bon, on déborde un petit peu, mais en fait, on m'a dit qu'on avait jusqu'à 15h, mais on va essayer d'aller un peu rapidement. Justement, il y a quand même, Valérie, tu l'as dit, il y a un espèce de décompte, voilà, qui sert peut-être pas à grand-chose, mais qui est quand même un petit peu là. Enfin, en tout cas, il y a quand même une alerte des scientifiques qui est quand même très pressante. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps de construire ce récit-là et de pas aller dans le mur, comme tu viens de le dire? Ou alors il faut vraiment se manier pour les faire, ces nouveaux récits? Il faut se bouger. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait pas se bouger. J'ai dit que c'est la date qu'on annonce toujours qui est un risque. C'est le fait de dater, c'est pas évident. Par contre, la notion d'urgence, aujourd'hui, il y a plein de signaux extrêmement forts qui montrent que c'est là que ça se produit et que de toute façon, on est dans le mur. Donc voilà, mais c'est comme pour faire bouger les choses, de dire dans 10 ans on sera effondré, c'est là où c'est plus complexe. Voilà, c'est par rapport à ce que je... On a le temps, on n'a pas le temps, les filles, comment ça se passe? Je suis d'accord un peu avec ce que vient de dire Valérie aussi. Est-ce que c'est une question de temps ou est-ce que c'est une question aussi de mots? On confond souvent précipitation et urgence. Je crois qu'en fait... beaucoup de créatifs sont très bons dans l'urgence et très mauvais dans la précipitation. Et je pense qu'en fait, là, il y a l'idée du local et de fédération et de connexion, en fait. Et plus on montrera tous les uns les autres ici que ça se passe localement, de manière ancrée, et qu'il y a une quantité de choses qui se font dans l'action. Nous, on a lancé ça en même pas un an. C'est faisable, on peut le faire, en fait, quand on y croit. On est capable de se relier les uns les autres sans se marcher sur les pieds et de montrer que ça existe. Donc voilà, moi je pense qu'on peut, et au-delà du temps, c'est une question de coordination entre nous, de connexion. Et moi j'y crois, parce que je suis optimiste. Puis les optimistes gagnent 2 ans sur les pessimistes, d'après ce que j'ai lu. Une étude scientifique très... Donc on a 2 ans de plus, donc on va y arriver. Moi, ce qui me dérange dans le terme d'urgence, c'est qu'encore une fois, il y a ce truc de chantage à la peur. Si tu te dépêches pas de faire comme ça, tu vas mourir. Alors, dans le fond, on va tous mourir, en fait. Enfin, la question est de savoir comment on a envie de mourir. Est-ce qu'on a envie de bien mourir ou est-ce qu'on a envie d'aller droit dans le mur? Et du coup, moi, je pense que, en fait, par contre, moi, parfois, je vais très vite parce que j'ai envie, en fait. Enfin, je peux aller super vite parce que quand je me prépare pour une soirée ou quand j'ai une date, ça dépend de est-ce qu'on a envie ou pas. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on va aller vite, en fait. Et du coup, pour moi, si on donne envie, on peut aller très très vite, en fait. Il y a quelque chose comme si dans ces sujets-là, il y avait un autre espace-temps, mais ça dépend d'où vient l'accélération, en fait. Parce qu'on le voit bien, enfin, je veux dire, personnellement, ça fait 15 ans que je suis dans le storytelling du changement. En vrai, il y a des choses qui ont évolué, d'autres où je trouve que c'est vraiment lent, enfin, tu vois. Donc, par contre, il y a des fois où on est comme... Enfin, tu vois, j'adorais l'histoire des 3 H. Quand on est dans l'amour, l'humour et la poésie, paf, tout d'un coup, ça étonne tout le monde. Quand on s'éclate, tout le monde a envie, quoi. Donc, voilà, oui, il y a urgence à se marrer, quoi. Il y a urgence à être dans la joie, il y a urgence à aimer. Pour moi, c'est la seule urgence
qui vaille voilà, la peine de mettre un coup de pied d'accélérateur, quoi. Sans être dans la superficialité et dans le déni, hein, on est d'accord. Juste parce que tu parles beaucoup d'amour, et il y a Jean-Pierre Gou, qui est un habitué du festival, qui a dit il y a quelques jours, il suffit pas de sauver la planète, il faut l'aimer. Je pense que ça, ça résume un peu ce qu'on doit. Voilà. Hein, c'est voilà. ça. Et juste un truc, on est une table ronde de femmes. Et je pense, quand on parle de nouveaux récits, moi, je voudrais pas faire de raccourcis rapides, hein, mais quand même un petit peu. Et peut-être que les femmes aussi, elles vont porter ces nouveaux récits. Ça ne met pas sur la touche les hommes. Ça veut dire qu'il y a un nouveau rapport entre les femmes et les hommes. Et on porte une matrice. On porte un certain nombre de choses. Et le changement de récit, ça passe aussi par là. C'est pour ça que je trouve ça génial aujourd'hui, et ça donne la patate. La table ronde. Cette petite réunion de copines est fort sympathique, en tout cas. Et je voudrais juste ajouter que oui, on a le temps de changer, parce qu'effectivement, sinon on ne serait pas là, hein, très clairement. Mais je crois qu'est venu le temps de l'action. On a eu un temps de sensibilisation. Je vais prendre pour exemple l'anniversaire des ODD, donc des objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont été votés il y a 5 ans, qui sont des objectifs votés sur 15 ans. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous reste 10 ans. En fait, les 5 premières années, ça a été finalement de la sensibilisation pour faire parler de ces sujets. Aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on passe à l'action. Il nous reste 10 ans pour agir. Donc voilà, agissons avec humour et amour et poésie, avec l'aide des artistes et de tous ceux qui veulent évidemment se joindre à cet élan, mais il est absolument nécessaire. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe aux questions dans la salle, ou aux questions aussi du côté des réseaux sociaux, puisque la conférence est retransmise sur différents réseaux. Alors, comme vous ne pouvez pas venir là, il faut parler fort, et moi, je vais répéter la question pour que tout le monde l'entende. Merci. Alors, je vais reformuler la question, mais de manière assez rapide. C'est comment votre prénom ? Voilà, donc Laurence remercie les intervenants qui ont donné la pêche et tout ça. Aimerait beaucoup organiser à Courbevoie un événement en fait qui réunisse toutes les parties prenantes pour inventer un nouveau vivre ensemble à Courbevoie, et demande aux artistes comment ils pourraient aider la ville à faire ça. C'est ça, j'ai bien résumé, Laurence ? Parfait. Alors, par contre, vous allez devoir répondre et moi je vais répéter, ça va être un peu bizarre, ça va prendre beaucoup de temps. Non, mais le micro, ou alors le micro. Ok, Valérie va répondre à ça alors. Alors, c'est-à-dire... Omar demande à Valérie de répondre à ça. On accompagne les scénaristes donc à travers notamment, enfin donc c'est un parcours qui dure toute l'année, hein, mais notamment donc à travers une formation où justement on insuffle ce regard interdisciplinaire, cette pensée systémique. Donc le matin, on parle d'abord effectivement d'effondrement, on annonce les mauvaises nouvelles, et ensuite l'après-midi, on annonce les bonnes, quoi. Et donc on essaye que ça soit le plus agréable possible. Et après, il y a aussi des événements expérientiels tout au long de l'année. Parce que dans le fond, cette transition, elle se vit dans sa chair et dans son cœur, quoi. Mais alors, pour répondre à votre question de comment on pourrait faire à Courbevoie particulièrement, j'ai pas d'idée préconçue, mais j'imagine que c'est effectivement déjà toujours pour en revenir à cette histoire de local et de kilomètre zéro, voir avec votre collectivité aussi quels sont les artistes qui sont sur place. J'imagine aussi peut-être les acteurs, les différents acteurs, je sais pas moi, s'il y a des associations autour de la permaculture, enfin pour créer vraiment un dialogue interdisciplinaire, un dialogue interculturel, et créer
une convergence et une synergie pour donner à voir ce à quoi ressemblent ces futurs souhaitables, ces nouveaux territoires, par le biais des arts, de la permaculture, de la science, enfin voilà, c'est toujours pareil, hein, cette visualisation autour de l'interdisciplinarité. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Je voudrais juste ajouter un petit truc. Il y a des villes en France et dans le monde qui travaillent avec des scénaristes et des artistes justement pour ouvrir un peu les imaginaires et faire participer les habitants. Donc en fait, les habitants écrivent une histoire totalement fictionnelle de ce qu'ils voudraient voir arriver dans leur ville, et ça donne ensuite des idées aux équipes politiques, les mairies et autres, pour déclencher des choses de façon cette fois-ci concrète au niveau de la localité. Donc ça pourrait être une piste de solution, mais je vous laisse la transmettre aux équipes de Courbevoie, du coup. Et vous pouvez aussi lire le livre de Rob Hopkins qui s'appelle « Et si ?», et qui justement, lui, pose l'exercice de « Et si quoi ?» et tout le monde continue la phrase, quoi. Alors après, je ne sais pas si Courbevoie est dans ce réseau, mais sinon il y a le réseau effectivement de Rob Hopkins, Ville en transition, et là on est au cœur d'un nouveau récit, mais qui s'incarne dans la matière. Peut-être que vous pouvez prendre cette initiative aussi. Et puis, je pense aussi à des choses qui se passent, notamment au niveau de la Gironde, avec des labs citoyens, où il y a une véritable... avec des choses qui sont aussi à partager, parce que c'est important d'aller se nourrir des expériences qui se passent sur les territoires. Celui-ci est particulièrement intéressant, donc le conseil départemental de la Gironde. Et puis, on a aussi vu, à un moment, il y a eu... la compagnie Concept, voilà, c'est là où ça sort dans ma salle, Momentum, où je vous redonnerai le nom parce que je dois évidemment à ce moment-là avoir un petit blanc, donc c'est normal, qui par des expériences immersives permettent de comprendre la situation dans laquelle on est en se servant des arts de l'audiovisuel. Donc là aussi, un potentiel assez intéressant. Je sais aussi que sur en Grand Est, par exemple, dans la région Grand Est, il y a une réflexion, donc au niveau régional, pour voir comment les artistes peuvent là aussi accompagner la création du nouveau récit du territoire. Donc en fait, je pense qu'il faut se laisser la porte ouverte à plein de possibilité d'essayer d'être à l'écoute de ce qui se fait, de rechercher ces informations-là, de façon à voir qu'est-ce qui pourrait vous convenir et convenir aux fameux événements dont vous nous parliez. On va prendre une question juste derrière Laurence, en biais. Ouais. Donc la proposition était de rejoindre le réseau des colibris, puisqu'il y avait pas mal de transferts d'expérience dans ce réseau-là. Oui. Ok. Donc les Pachamama, on sort un peu du sujet avec la monnaie libre. Est-ce qu'on se donne le temps d'y répondre ? C'est un nouveau récit, oui. Alors, la monnaie libre, c'est-à-dire, vous parlez des crypto-monnaies, comment ? Crypto-monnaies, d'accord, qu'est-ce qu'on sait C'est intéressant que vous évoquiez les crypto-monnaies, hein, parce que c'est un vrai nouveau récit, en fait, la monnaie aussi, puis et autour de la confiance, etc. Mais vous avez envie de dire quelque chose, les filles, sur la monnaie libre ? Nous, on essaye de réfléchir, mais plutôt aussi sous l'angle de son impact environnemental relié au numérique. Donc il y a une ambivalence, mais comme tout, hein, à la fois par rapport à la source au potentiel que cela va pouvoir offrir, justement par rapport à la territorialité, par rapport au fait de, en gros, faire communauté, parce que la monnaie, c'est extrêmement important, et toutes ces monnaies locales que l'on voit émerger, ça permet de renforcer ce sentiment de faire territoire. Mais dans le même temps, nous, on se dit, attention, il y a sans doute aussi des risques par rapport à sa dimension numérique et par rapport à son empreinte environnementale. Voilà, c'est aussi des questions qui nous agitent.
Et puis, la question de savoir qui détient ces fameuses monnaies virtuelles. Il peut y avoir des monnaies qui sont fabriquées sous l'angle d'un territoire. Il y en a d'autres, elles servent à financer d'autres projets. Elles sont issues d'autres milieux qui peuvent peut-être nous poser interrogation. Bref, il n'y a pas de réponse blanche ou noire sur cette question des monnaies virtuelles. Donc voilà, c'est peut-être 2-3 éléments, en tout cas, de questionnement plus que de réponses. Moi, j'aimerais quand même ajouter que cette histoire de monnaie libre, pour moi, en soi, c'est un changement de paradigme énorme, mais pas en tant que tel au niveau de est-ce que c'est est-ce que c'est l'Ethereum ou c'est le Bitcoin, mais plus au niveau de la technologie qu'il supporte en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous faites référence à la blockchain. D'accord, donc ça c'est une forme de monnaie locale. D'accord, d'accord. Je pense qu'en fait, il est 16h, il va falloir qu'on rende la salle. Donc, on peut poursuivre cette discussion sur soit les nouvelles monnaies, soit... Est-ce qu'on prend une dernière question? Oui. Alors, monsieur, allez-y. Ouais. Alors, vu que l'heure tourne, on va se faire sortir de la salle. Il faut vraiment qu'on conclue. Mais donc, pour reformuler, c'est une question de moyens. Est-ce qu'on peut allouer davantage de moyens à ces nouveaux récits pour que ce soit pas David contre Goliath, mais qu'on agisse, qu'on soit à même... Peut-être très rapidement, c'est vrai que nous, dans le cadre de la stratégie grand public de l'ADEME, on a décidé qu'une partie des fonds que l'on pouvait avoir pour l'action en direction du grand public était sur justement l'accompagnement d'un certain nombre de récits de fiction ou de documentaires. Là, j'ai en tête 2 documentaires que l'on a pu aider, le financement justement de la fameuse formation dont on parle, ou d'une plateforme comme la plateforme des récits. On essaye d'être, en tant qu'État, là aussi pour accompagner et pour mettre davantage en visibilité. Maintenant, une chose est certaine, ce qui compte le plus, c'est pas tant la quantité que la qualité. Et le projet doit rester un bon projet.
un projet qui a du potentiel derrière, parce qu'il utilise un certain nombre d'ingrédients, ou s'il dispose d'ingrédients qui vont faire que ça va toucher un public. C'est ça qui nous avait séduit dans l'Or rouge, dont on vous parlait tout à l'heure. Parce que il ne faut pas que ce soit une qualité qui ne touche pas son public sous prétexte que c'est un nouveau récit. Ça ne rendrait service à personne. Et là-dessus, c'est un débat sur lequel on peut ouvrir la discussion. Voilà, c'est comment est-ce que l'on juge justement de cette qualité-là. C'est en étant avec des experts du monde de la production, du monde de la création, etc. Mais aussi avec des experts comme nous autour de la table. Je voudrais, parce que merci de poser cette question dans le sens où c'est vraiment le nerf de la guerre malgré tout, et je suis auteure et réalisatrice aussi, donc je suis confrontée à ce problème. Mais là, du coup, je vais plutôt parler au nom de ce qu'on fait avec le Festival Atmosphère. C'est justement l'objectif, en fait. C'est-à-dire, d'être de plus en plus légion. On ne veut pas dire qu'on est une plateforme de cinéma du changement, parce que c'est pas joli, plateforme. Moi, je préfère dire qu'on est une sorte de Fab Lab, de laboratoire, où l'idée, c'est vraiment de parler avec des producteurs, de parler avec des diffuseurs, des distributeurs, etc., de les aider aussi à travailler leurs fausses croyances sur nos sujets et de les inviter de plus en plus à investir dans nos sujets. Sans penser que, ils font du mécénat, parce que ces nouveaux récits sont clairement super. On peut carrément avoir des gros succès au niveau du box-office. C'est juste qu'il faut travailler sur les fausses croyances, et donc toute l'idée de notre partenariat, enfin de ce qu'on fait avec et l'ADEME et le Festival Atmosphère, c'est de travailler sur les fausses croyances sur ces nouveaux récits, et donc amener l'argent et les financements vers ce secteur, quoi. Voilà. Juste pour compléter, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. C'est ce qu'on fait nous aussi. Du coup, c'est de réunir finalement tous les acteurs d'un même projet au sein de la Fabrique des Récits. C'est ce qu'on fait aussi. On travaille évidemment avec les auteurs, les scénaristes, avec les producteurs et avec les diffuseurs, pour que finalement il y ait un même élan, et que finalement, si une émission de télévision par exemple est produite mais qu'elle n'a pas de diffuseur, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut que tout le monde soit dans cet élan et cette volonté commune, et c'est ce que font tous nos projets finalement à notre mesure. Merci. Quand on parle du récit, forcément on est bavard, mais là, vraiment qu'on rende la salle. Surtout quand il n'y a que des filles. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes nos intervenantes. Il reste 5 minutes, incroyable. Alors, il va falloir faire... Oh là là, ça va être la jungle. Alors, oui, allez-y. Enfin, en même temps, je dis allez-y, mais je ne désigne pas. 2 rangs derrière Marie, peut-être, ou... Comment on fait pour qu'on entende aussi sur les réseaux Oui. Mais juste pour qu'on entende la réponse d'Imago, justement, là. Comment on peut faire? Parce que... Allez, le grand micro. Voilà, donc Courtrajmé qui lance un appel à financement et à participation sur Hello Asso. Oui, donc pour répondre assez directement, merci déjà. Pour répondre directement à votre question, donc c'est un point effectivement qu'on a identifié il y a 2 ou 3 ans. Moi, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je travaille dans le domaine de la télévision, et notamment dans le streaming vidéo, c'est-à-dire la diffusion de vidéos auprès du grand public. Et on est parti du postulat que effectivement le pourcentage de visibilité des nouveaux récits dans les médias traditionnels allait probablement rester assez faible encore longtemps, ne serait-ce que pour des raisons économiques liées au financement par la publicité. Et donc on a lancé une plateforme vidéo dédiée aux nouveaux récits qui s'appelle Imago TV, qu'on a lancé il y a presque 2 ans maintenant, il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui répond justement à cette problématique-là de donner de la visibilité, tout particulièrement au contenu audiovisuel, podcasts, courts-métrages, documentaires, engagés dans les questions de la transition écologique, démocratique et autres. Précisément sur le domaine de l'audiovisuel, qui est, par ses difficultés techniques, beaucoup moins adressé
qui n'étaient pas adressés en fait par d'autres plateformes. Donc voilà, c'est une piste de réponse en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on va prendre un goûter? Parce qu'il est 16h. Bon, eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous et bonne fin d'après-midi. Merci à toi. Merci.